Alors, bonjour mesdemoiselles, messieurs, en design pour le cours Activité Promotion Mode. Bienvenue sur cette petite leçon virtuelle qu'on fera ensemble via Internet et qui vous permettra de faire cette leçon-là à votre guise d'ici au 3 mai pour pouvoir me remettre votre portfolio d'apprentissage avant vendredi 17h le 3 mai. Je vous mets en garde, par exemple, de ne pas faire cette activité à la dernière minute parce qu'il faut écouter mon petit vidéo, consulter le texte, prendre le temps de répondre aux questions. Donc, il faudra vous réserver là, facilement un bon 2 heures, 2h30 là, pour faire l'activité, comme si on avait un cours en présence, en fait. Alors, le sujet dont on traitera aujourd'hui, c'est des conseils, en fait, 7 conseils euh, pour un créateur, un jeune créateur qui veut avoir une boutique en ligne. Alors donc, encore une fois, des conseils de base qui vont nous permettre d'avoir une boutique en ligne qui est pertinente et qui va générer de l'achalandage, évidemment, avec toutes les autres choses dont on a discuté durant les deux premières leçons, c'est-à-dire avoir un réseau Internet multiplateforme avec les réseaux sociaux, avec un blog peut-être, avec un Facebook, Twitter, un site Internet et finalement cette fameuse boutique qui doit respecter certaines règles. Alors, ce que je vous propose de faire dans l'activité, c'est d'écouter ce que j'ai à vous donner comme conseil pour les 7 conseils. Ensuite, vous pourrez consulter le petit texte que j'ai mis sur le site, qui est en parallèle et en support avec notre petite leçon virtuelle. Répondre aux 4 questions dans la portion A. Et dans la portion B, ce que je vous propose, c'est d'aller voir 3 sites de créateurs et de vraiment euh, voir là en observant, est-ce que ces 3 créateurs-là respectent les 7 conseils? Donc, vous allez les prendre un par un et vous allez dire oui, c'est respecté, voici pourquoi. Non, ce n'est pas respecté, voici pourquoi. Oui, c'est respecté, mais on pourrait améliorer. Donc, vous allez me donner votre opinion sur est-ce que les conseils de base ont été bien respectés par ces 3 créateurs-là qui ont leur boutique en ligne. Alors, on va débuter avec le premier conseil. Le premier conseil, c'est différenciez-vous, être différent. Et certains d'entre vous allaient me dire, oui, mais au départ, moi, je suis créateur et mon produit, il est différent, donc c'est une raison valable pour que le client puisse l'acheter sur Internet. Et je vais vous répondre, non, ce n'est pas suffisant. Moi, au départ, si j'accepte, par exemple, d'acheter une chemise pour homme d'un créateur et que j'accepte de payer 150 $ par exemple pour la chemise, alors que je pourrais avoir quelque chose de semblable, on s'entend, dans une boutique de prêt-à-porter pour 49,95, c'est que pour le 150 j'accepte de payer d'abord pour probablement un produit de meilleure qualité, un produit mieux conçu, mieux cousu, avec des petites différences au niveau des accessoires, des boutons, du collet peut-être, des poignets, de la qualité de teinture, bon, et plusieurs raisons. Le nom aussi, évidemment, du créateur. Je porte une chemise du Buc. Font partie de ce 150 $ là. Donc, au départ, moi, comme consommateur, je sais que je fais un achat différent. J'accepte d'acheter d'un créateur. J'accepte de payer un prix qui est un petit peu différent de ce qu'on retrouve en boutique. La différenciation, elle va se retrouver sur euh, 4 autres aspects. Bon, d'abord, il faut que le produit qu'on propose soit original. Ça touche un peu ce que je viens de dire. Original dans sa fabrication, original dans son style, original euh, dans la couture, original dans le look. Donc, l'originalité du produit en soi a un impact dans la différenciation, c'est vrai, jusqu'à une certaine limite.
Mais il faut aller au-delà de ça dans ce qu'on appelle être différent des autres. Une fois que notre produit a cette connotation-là de différence, il y a trois autres aspects sur lesquels il faudra travailler et qui vont plaire aux consommateurs qui achètent d'un jeune créateur. Euh, D'abord, on va parler du service et d'essayer d'apporter à notre client un service particulier, un service plus privé. Ensuite, on va parler de conseils qui pourraient être plus pointus pour le consommateur qui va trouver ça intéressant. Et on va parler d'un prix pour notre produit qui est adéquat, qui est en lien avec ce que le consommateur est prêt à payer. Ce n'est pas parce qu'on fait du sur-mesure ou qu'on est un jeune créateur qu'on peut se permettre de vendre un produit vraiment dispendieux sans qu'il y ait de raison. Quand on va parler du prix tantôt aussi, on va rattacher ça au fait que avoir une boutique en ligne, ça coûte beaucoup moins cher qu'avoir notre atelier sur Saint-Laurent ou sur Saint-Denis. Et en soi, les dépenses qu'on aura à encourir, comme elles sont vraiment beaucoup moindres, spécialement au niveau du loyer, parce que rappelez-vous, on se l'est dit, alors qu'une boutique sur Saint-Denis, sur Saint-Laurent, sur Sainte-Catherine pourrait nous coûter en moyenne entre 6 000 et jusqu'à 15 000 de loyer par mois, une boutique sur Internet va nous coûter à peu près 30 par mois. Donc là, il y a des choses à utiliser là, pour fixer le prix de nos produits. On s'en reparle tantôt. Donc, vendre un produit qui est original, ça on le sait, et ensuite faire comprendre aux consommateurs que notre produit est original. Après ça, apporter un service particulier. Qu'est-ce qu'on entend par un service particulier? Un service très pointu, très privé, très personnel. Moi, en tout cas, comme consommateur, c'est ce que je vais rechercher lorsque j'achèterai d'un créateur. Si je veux du service froid, impersonnel, j'irai chez Zara ou j'irai chez Ernest ou j'irai dans une boutique pour hommes où là, je choisirai mon produit. Évidemment, dans certaines boutiques, on donne un service agréable, mais comme créateur, je pense qu'il faut aller plus loin que ça dans le service particulier, le service où le client se sent vraiment comme un partenaire, parce que c'est ce qui est le fondement aussi du fait d'acheter d'un jeune créateur. Le consommateur veut avoir ce service un petit peu plus particulier. Et puis ça va dans plein de détails. L'emballage qu'on utilisera pour livrer notre produit, surtout si c'est un produit qui est un petit peu plus de luxe. D'avoir un service peut-être d'échange plus flexible, un service de retouche, un service d'ajustement du vêtement, un plus grand choix de couleurs. Donc, faites aller vos méninges quand on parle de services pointus et particuliers. Il n'y a pas de limite, encore une fois, à ce qu'on peut faire. Ensuite, on va vous donner, pour se différencier, le fait que sur Internet, le consommateur va chercher du conseil aussi, en plus du produit. Donc, essayez de donner de l'information à votre consommateur plus que ce qu'on peut retrouver dans le cadre d'un achat en boutique sur rue. Par exemple, on pourrait très bien, lorsqu'on montre nos produits avec la photo, tout mettre les détails informatifs sur la fabrication, la couture, les petits détails. Donc, d'être capable de dire à notre client, regardez, monsieur le client, vous achetez un produit d'un jeune créateur, voici l'information additionnelle que vous avez sur votre produit qui vont augmenter la confiance du consommateur lorsqu'il va acheter votre produit.
Euh, Moi, si on m'informe sur le procédé de fabrication, sur la couture, sur les détails, sur nous avons renforcé les boutons, sont mieux cousus. Si on m'informe là-dessus et on me rassure, je vais être évidemment prêt à payer un peu plus, puis à me sentir en confiance pour faire une transaction. Donc, sur Internet, l'information est un aspect particulier parce que euh, l'information, évidemment, sur Internet, on doit l'écrire. On ne parle pas au consommateur. Donc, il faut que le consommateur trouve sur place cette information qui le mettra en confiance et qui le rendra un petit peu plus apte là, à faire l'acte d'achat. Euh, donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi, puis à ne pas oublier. Donc, ne pas juste mettre la photo de notre produit avec notre prix. Maintenant, considérant le prix, quand on parle d'un prix bien étudié, euh, il faut comprendre que, je vais me permettre une petite gorgée de thé, il faut comprendre, encore une fois, je vous rappelais tantôt, que le loyer sur Internet est vraiment beaucoup moins cher qu'un loyer euh, pour une boutique sur rue, pour un atelier sur rue. Alors, en raison de cela, si un produit, par exemple, vous coûte 50 $ à produire au niveau du tissu, puis du travail que vous y avez mis, etc. Si vous aviez une boutique sur rue, pour couvrir vos frais de loyer et de dépenses et vos frais aussi pour avoir une vendeuse, tout au moins dans la boutique, si c'est pas vous qui le faites, votre produit, vous devriez le vendre entre 100 et 125 $, peut-être aller jusqu'à 150. Par contre, si vous le vendez sur Internet, étant donné que vos frais sont vraiment minimes, pas de vendeuse, un loyer de 30 $ par mois au lieu de 10 000, il est concevable que le produit sur Internet, on puisse le vendre moins cher parce qu'on a moins de frais à couvrir, on a moins de dépenses. Alors, un produit de 50 $, on pourrait facilement se contenter de le vendre 85-90 $. Ce qui rend le produit de créateur un peu plus accessible par Internet, et ce qui fait que le consommateur pourrait être un peu plus euh, désireux de l'acheter. Euh, on s'attend à ce qu'un produit sur Internet soit moins dispendieux qu'un produit en boutique. Moi, je l'expérimente à chaque mois. J'achète des crèmes pour mes mains, pour le visage, une marque particulière qui ne se vendait que chez Labbé, qui ne se vend plus chez Labbé maintenant. Mais lorsque je l'achetais chez Labbé, je payais facilement entre 2 et 5-6 $ de plus pour un pot de crème de 90 grammes, par exemple, que ce que je paye sur Internet. Alors donc, maintenant que j'achète ce produit sur Internet, je m'attendais à ce que sur le site, les produits soient moins chers et effectivement, sur le site, les produits sont moins dispendieux. Euh, donc, avoir un prix bien étudié qui est vraiment aussi en lien avec la niche qu'on veut viser. Euh, il faut partir du principe et se poser la question combien le consommateur est prêt à payer pour ce produit et fixer notre prix de façon à ce que le produit se vende. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est un créateur connu ou non qu'on peut justifier juste par ça 50, 60, 100 $ de plus pour un produit. À un moment donné dans votre carrière, si vous devenez une Coco Chanel, et que vous atteignez une réputation mondiale, il est évident, encore une fois, que ce nom-là pourra avoir un impact sur le prix, ce qu'on appelle la plus-value. Mais au départ, non. Et encore une fois, il faut que le client sente que cette plus-value-là qu'il est prêt à débourser est en lien avec une qualité supérieure du produit. Et ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, il y a tellement d'offres sur le marché qu'il faut vraiment que le consommateur sente que, effectivement, c'est un produit qui a un prix juste. OK? Alors ça couvre l'élément de se différencier. Le deuxième élément pour une boutique en ligne important, on s'en est parlé, c'est de créer une relation avec nos clients, une relation d'échange,
Et il faudrait que vous ayez, avec votre boutique en ligne, de rattacher un lieu d'échange. Bon, il peut être fait sous forme d'un blog, il peut être fait sous forme d'un Facebook fan, là, comme on a parlé. Euh, Pourquoi un blog, un Facebook? Pour échanger avec nos clients, leur donner de l'information. D'abord, ça crée une relation. Le client se sent plus près de vous. Il sait, le client, qu'il peut vous donner des commentaires. Ça rend votre boutique beaucoup plus vivante. Ça peut aussi montrer votre expertise parce que sur un blog ou sur un Facebook, vous pouvez aller donner des conseils. Vous êtes le spécialiste, le créateur. Vous pouvez donner de l'information, du conseil euh, et vous faire paraître vraiment comme un expert de la création, comme un expert du produit. Et ça, le client, ben, il va trouver ça intéressant. Euh, le blog permet de faire des choses un petit peu plus développées que le Facebook. Parce que, bon, on peut écrire des articles sur un blog beaucoup plus long, on peut expliquer notre processus de création, on peut y expliquer euh, les détails au niveau de la fabrication du produit. Et ça va intéresser notre consommateur. Il va être capable de répliquer, il va être capable de vous donner ses impressions. Et en soi, c'est important cet échange-là. Le client va sentir que c'est beaucoup plus vivant, votre boutique, c'est beaucoup plus intéressant s'il est capable d'être lié, encore une fois, avec un blog ou un Facebook. Bon, évidemment, si on a un blog, un Facebook, on parle d'affaires là-dessus. Hein? On parle de choses reliées aux produits, reliées à la fabrication, reliées à la création. Il n'est pas question d'y partager votre vie privée, par exemple, sur votre blog. Si jamais, bon, si vous êtes une fille créatrice, puis qu'à un moment donné, vous avez un enfant, ben, vous n'allez pas mettre des photos de votre enfant sur votre blog et puis parler de ses premiers pas, là. Le blog, il est d'affaires. Et quand je suis à peu près certain que vous allez avoir vous pourriez avoir beaucoup de sujets à donner à vos clients, beaucoup d'informations euh, intéressants. Maintenant, c'est important que, encore une fois, si vous écrivez des choses sur un blog ou sur un Facebook, que ce soit bien écrit, qu'il n'y ait pas de faute. Il y en a qui sont très, très particuliers à ce sujet et avec raison. Donc, il faut que ce soit parfait. Faites corriger vos textes. Engagez-vous une correctrice qui va vous coûter 2-3 dollars la page. Là. Puis, évidemment, quand on travaille sur un blog ou sur un Facebook, souvent les commentaires, c'est pas tout à fait une page, c'est un paragraphe ou deux. Donc, faites corriger vos textes, c'est vraiment important. Les échanges de commentaires aussi entre clients, c'est quelque chose qu'on doit permettre en lien avec une boutique en ligne. Et les clients vont trouver ça intéressant de pouvoir s'échanger. Pouvoir mettre des commentaires, comme on a dit, ça aide à faire le positionnement dans Google. Alors donc, des commentaires sur les produits. Le fan peut signaler qu'il aime votre produit, qu'il aime votre marque, qu'il aime votre collection, qu'il aime votre processus de création. Donc ça, c'est un élément essentiel là, dans le Web 2.0. On en a parlé amplement dans les deux premières leçons, mais il faut vraiment prendre conscience qu'on doit lier ça à la vie de l'entreprise, parler de nos projets. On désire s'agrandir, on vient d'embaucher une nouvelle personne, on va avoir une belle collection la prochaine saison. On prévoit peut-être avoir une boutique, un atelier en ligne éventuellement dans 2-3 ans. Donc, échanger sur la vie de l'entreprise, c'est un des liens qui va faire qu'on va aimer acheter d'un créateur. On a l'impression, évidemment, et on sent que ce n'est plus un échange qui est neutre, un échange qui est impersonnel. Et ça, c'est vraiment un élément important là, dans la boutique en ligne pour créateurs. Donc, échanger avec votre client, donnez-leur des plateformes pour qu'ils puissent communiquer avec vous. OK? Troisième petit conseil, accepter de s'investir dans notre boutique en ligne. Donc, il n'existe pas, encore une fois, de magie Internet. On ne met pas une plateforme sur le web, boutique en ligne, puis on espère que tout le monde va fréquenter notre boutique en ligne, puis qu'on va avoir 50, 60, 100 ventes par semaine. Il faut animer tout ça. Donc, animé par le fait qu'on relie notre boutique avec des plateformes, on échange, on donne de l'information à nos clients. Il faut semer
dans le commerce pour pouvoir récolter. Euh, donc, quand on dit investissez-vous, ben c'est de mettre notre site à date, d'accepter de travailler sur notre site, de changer des choses, de faire des promotions, d'organiser des promotions, d'aller écrire sur notre Facebook, d'aller écrire sur notre blog. Et ça, en soi, quand on dit investissez-vous, il faut comprendre que ça va demander du temps qui peut représenter, je vous dirais à peu près, pour quelqu'un qui débute, là, 1 heure par jour. Puis après ça, ben, tu peux laisser tes plateformes, puis aller faire de la création, puis aller fabriquer tes produits. Mais il faut accepter de faire cet effort-là, de travailler sur notre plateforme. Puis évidemment, le temps, c'est de l'argent. On dit, ben, on est créateur, on veut créer, on veut dessiner, on veut fabriquer nos produits. Mais acceptons le fait que si on décide de faire les affaires sur Internet, il va falloir que ces réseaux-là, notre réseau et nos plateformes, soient activés, euh, ça bouge, il faut que ça bouge, en fait. C'est une expression qu'on utilise souvent. Euh, et les erreurs fréquentes à ne pas faire quand on dit s'investir, c'est aussi quand on parle de graphisme, de tout ce qu'on présente, notre boutique en ligne. Vous allez voir les boutiques en ligne des 3 designers là, que je vous propose d'aller analyser. L'emphase est vraiment mise sur le produit et non sur le graphisme quand on arrive sur la portion boutique. Portion boutique qui est une portion à part du site. Sur le site, on peut se permettre d'être un petit peu plus habillé, plus graphique. Alors que quand on arrive dans la boutique en ligne où on a nos catalogues de produits, l'emphase, il est sur le produit, sur la photo, parce que c'est ça que le client s'en va faire. Lorsqu'il s'en va sur ta boutique en ligne, il s'en va voir tes produits. Donc, le temps que vous allez investir à bien formater votre boutique en ligne, votre catalogue, pour que ce soit assez facile à utiliser, ça, c'est vraiment important que vous y réfléchissiez et que vous le fassiez de la bonne façon. Chose à ne pas faire dans l'investissement, c'est de ne pas être autonome. C'est-à-dire de confier la mise à jour de notre boutique à quelqu'un d'autre. Il faut apprendre à le faire. La plupart des serveurs et des hébergeurs Internet aujourd'hui vont vous proposer des boutiques en ligne très faciles à gérer par vous-même. Aussi facile que d'aller mettre des photos sur votre Facebook, par exemple, dans un dossier, puis de rentrer toutes les informations sur vos produits. Ça, il faut apprendre à le faire soi-même. Euh, et c'est facile de le faire par soi-même aussi. Donc, erreur à ne pas faire, c'est de confier à quelqu'un d'autre la charge de la mise à jour et le formatage de nos boutiques. Parce que sans ça, on dépend toujours de quelqu'un d'autre et ça peut devenir dispendieux aussi parce qu'évidemment, cette personne-là, à moins que ce soit un ami très près ou votre copain ou votre copine qui le fait gratuitement, ça peut devenir aussi dispendieux parce que ces personnes-là vont nous charger des sous pour faire ces mises à jour-là. Donc, s'investir soi-même dans notre réseau et dans notre boutique en ligne, ça, c'est vraiment un conseil important à ne pas négliger. Le 4e conseil, c'est un conseil de patience. Soyez patient et persévérant lorsque vous ouvrez une boutique en ligne pour générer le trafic, pour bien référencier vos plateformes. On se souvient de la leçon 2, là, où on s'est dit qu'avec notre boutique en ligne, il faut que tout soit interrelié. Générer du trafic sur une plateforme lorsqu'on débute pourrait vous prendre jusqu'entre moi, je vous dirais, là, avant d'avoir une allure d'aller qui est vraiment intéressant, là, je vous dirais que ça peut prendre entre 6 mois et 1 an. Donc, il faut être patient. Il est évident que les premières semaines qu'on met notre boutique en ligne, ça se peut que pour les 4 premières semaines, on n'ait aucune transaction. Là. Et évidemment, à force de faire des articles, de parler de notre blog, de notre site en ligne, etc., on va générer du trafic par le référencement naturel dont on a parlé la semaine passée.
Donc, en soi, être patient, ne pas abandonner et savoir que pour créer de la confiance et une certaine notoriété face aux consommateurs, ça prend du temps. Donc, fixez-vous des objectifs qui sont de l'ordre du 12-18 mois pour vraiment avoir quelque chose qui va rouler bien, qui va vous permettre de faire des sous intéressants et des ventes intéressantes pour pouvoir vous permettre de bien vivre. Donc peut-être que pour les premiers 2 ans ou la première année, vous aurez en parallèle avec votre boutique en ligne euh, un autre travail. Sans oublier que la boutique en ligne ne va vous coûter qu'à peu près 30 par mois. OK? Donc, c'est beaucoup, c'est pas cher. Donc, on peut se permettre pendant un an, tout en établissant nos choses et en générant notre trafic, en augmentant notre notoriété, en parlant de notre boutique en ligne avec nos réseaux sociaux personnels, et etc., on peut se permettre à ce moment-là d'être patient et il faut l'être. OK? Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ça fonctionne là, du jour au lendemain. Euh, Cinquième petit conseil pour une boutique en ligne, ça touche les modes de paiement. Les modes de paiement en ligne, on doit permettre à notre consommateur de pouvoir utiliser tous les modes de paiement possibles. Carte de crédit, puis on parle des 3 cartes de crédit majeures, Visa, Mastercard, American Express. On doit permettre à nos consommateurs d'utiliser PayPal avec un compte PayPal. On peut lui permettre de nous envoyer un chèque électronique. La plupart des hébergeurs web qui hébergent des boutiques vont vous proposer des packages qui incluent tout ça. Et c'est vous qui choisissez les modes de paiement acceptés. Moi, je vous dis que l'incontournable, évidemment, c'est le paiement par carte de crédit. Mais en soi, il ne faut pas se limiter. Il faut que le client soit capable de pouvoir faire sa transaction. Combien de fois, moi, j'arrive sur des sites pour faire des transactions et les paiements sont limités à 2 cartes, Visa ou Mastercard. Bon. Puis là, vous allez me dire, ben oui, c'est 80% du monde qui ont ces cartes. C'est vrai. Mais si vous avez un consommateur qui veut acheter puis qui veut utiliser American Express parce que ça lui donne des points Air Miles, puis qu'il ne peut pas le faire sur votre site, ben il n'achètera pas. Euh, Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de vouloir utiliser mon American Express pour me ramasser des points pour éventuellement faire un voyage, puis de ne pas faire la transaction sur le site parce qu'il ne prenait pas la carte American Express. Donc, j'allais acheter un produit concurrent sur un site concurrent où on acceptait la carte American Express. Donc, puis PayPal aussi, c'est de plus en plus utilisé. Puis PayPal, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire des transactions internationales. Donc, si vous avez des Français qui veulent acheter de vous ou des Européens en euros, le système de PayPal fait les transferts automatiquement. Donc, ça, c'est vraiment intéressant là, au niveau des méthodes de paiement. Ne vous limitez pas. Offrez à votre consommateur tous les choix possibles dans la boutique en ligne. Il y en a qui ne comprennent pas ce principe, encore une fois. Alors, ça va même jusqu'à accepter pour le consommateur de lui dire, bien, regardez, faites la transaction, envoyez-moi un chèque et lorsque j'aurai le chèque, je vous enverrai la marchandise. Ça peut aller jusque-là. Là. Donc, pourquoi pas? C'est quelque chose qui est vraiment important pour le consommateur. L'autre conseil, le sixième, c'est d'essayer de, on va dire, dévirtualiser votre site Internet. Puis on va dévirtualiser comment? En augmentant la confiance. Vous avez peut-être vécu ça les premières fois que vous avez acheté sur Internet. Tu achètes, tu donnes ton numéro de carte de crédit, puis là tu te dis, ouh, j'espère que je vais recevoir la marchandise, puis que je ne me ferai pas avoir. Donc, augmenter la confiance en dévirtualisant notre site, c'est quoi? D'abord, lorsqu'un client fait une transaction, il devrait toujours y avoir un retour de courriel au client pour lui dire « Nous avons bien reçu votre commande. Voici votre numéro de confirmation. » Il devrait toujours y avoir aussi, au moment de l'envoi, si on envoie par Poste Canada, votre colis est parti ce matin, voici le numéro du colis, c'est parti par Poste Canada et
etc. Et ça peut aller même jusqu'à moi, je le sais, dans une entreprise où j'achète régulièrement par Internet, la journée même où je fais mon achat, bon, évidemment, là, lorsque je fais mon achat, je reçois immédiatement un courriel me confirmant l'achat fait. Et en général, dans la même journée, je vais recevoir un autre courriel. Supposons par exemple que je fais mon achat le lundi. On va m'envoyer un courriel en me disant votre colis partira mercredi et vous devriez l'avoir vendredi. C'est quand même précis puis rassurant. Euh, et puis le mercredi, lorsque le colis quitte, on me renvoie un troisième courriel pour me dire voici le numéro de Poste Canada. Le colis est bel et bien parti ce matin. Vous devriez l'avoir effectivement vendredi matin. Et en général, je vous dirais que 9 fois sur 10, ça arrive exactement comme on me le dit. Et je continue à acheter sur ce site régulièrement des produits parce que je suis rassuré. Parce que le site, il est dévirtualisé. C'est-à-dire que j'ai l'impression de communiquer toujours avec quelqu'un là-bas lorsque je fais une transaction. Et quand je vous parlais de vous investir dans votre boutique en ligne, ce qu'il faut accepter de faire, c'est d'avoir quelqu'un sur place, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, qui, au moment où on reçoit une commande, le client nous a donné son courriel, on lui réplique, on lui envoie un courriel, il y a rien de moins insécurisant que d'acheter quelque chose sur Internet et de ne rien recevoir comme confirmation, quelle qu'elle soit. Alors ça, là, quand on parlait tantôt de s'investir, ben, ça fait partie des choses qu'il faut faire pour que le client sente qu'il n'y aura pas de problème avec sa transaction, qu'elle est bien livrée, que le bon montant va être facturé sur la carte, et etc., etc. Le client, comment ça le rassure? Ben, c'est que s'il a un courriel avec une confirmation, il a là un moyen légal pour prendre des actions. Moi, je l'ai déjà vécu. J'avais commandé un produit à l'international. J'ai reçu une confirmation comme quoi la transaction avait bel et bien été enregistrée. J'ai jamais reçu le produit. Il y a eu un débit de fait sur ma carte de crédit. Moi, j'ai pris la confirmation du courriel comme quoi le produit avait été, la commande avait été confirmée en attestant que je n'avais jamais reçu le produit. J'ai envoyé la copie de courriel à ma banque détentrice de ma carte de crédit et on a, dans la semaine suivante, cancellé la transaction sur ma carte en disant au fournisseur que je n'avais jamais reçu le produit et en lui demandant de leur donner une preuve d'envoi ou une preuve de réception de ma part, puis ils n'ont jamais été capables de le faire parce que le produit n'avait jamais été envoyé. Donc, cet aspect de dévirtualiser, là, puis de rassurer le client, c'est essentiel. OK? Et il faut absolument travailler autour de ça. Puis bon, ça permet aussi de faire en sorte que le client se sente bien lorsqu'il achète. Et le dernier conseil qu'on vous donnera, c'est de constamment améliorer votre site. Changer les produits, changer leur disposition, ajouter des nouvelles choses, mettre des promotions, faire des spéciaux sur les prix. On a le droit de faire des spéciaux sur les prix, même si on est un créateur. Ce n'est pas s'embarquer dans du marketing de prêt-à-porter. Là. On a le droit de faire ça comme créateur. On a le droit de donner à notre client des incentives pour qu'il parle de nous. On a le droit, et quand on parle d'améliorer votre site, puis de faire en sorte que ce soit vivant, c'est faire en sorte que le site respire, le site bouge. Puis ça vient ça vient avec des promotions, ça vient avec du marketing, avec un peu de publicité, avec des promotions, par exemple, qui vont être sur une durée de temps. Des promotions sur la distribution, par exemple, offrir à notre client une livraison gratuite, par exemple, pendant une certaine période de temps, quelques semaines. Donc, c'est intéressant aussi de jouer dans cet aspect-là pour faire en sorte que le client sente que vraiment l'endroit où il achète, ça bouge. C'est une belle entreprise, c'est une entreprise qui prend à cœur ses clients. Et évidemment,
Comment on va faire pour mesurer tout ça? Notre impact de notre boutique en ligne, bien, la plupart des endroits où vous allez faire votre boutique en ligne, les hébergeurs web, dans votre forfait est inclus là, le fait que vous allez pouvoir euh, voir les statistiques de fréquentation de votre boutique en ligne, combien de personnes sont venues, etc. Puis ben, le meilleur taux de conversion qu'on a, c'est de comparer le nombre de personnes qui viennent sur notre boutique en ligne et le nombre de personnes qui font des transactions. Un dernier petit conseil que je pourrais ajouter et qui, en soi, touche le point dont je vous parlais tantôt, là, de dévirtualiser notre boutique en ligne, c'est le fait que la plupart des boutiques en ligne aujourd'hui vont vous permettre de gérer vos clients selon certains principes. Alors, il y a des clients qui achètent seulement tel produit, des clients qui achètent selon telle période de l'année. Et ça, là, ces statistiques-là, là, sur une boutique en ligne, vous allez pouvoir les voir. Et évidemment, quand votre client achète, il se crée un compte, il doit vous donner son courriel. Donc, vous autres, vous pouvez activer tout ça, mettre vos clients dans des répertoires spéciaux. Ces clients-ci n'achètent que tel produit, ces clients-là n'achètent que tel autre produit. Ces clients-là, par exemple, n'achètent que durant la période de Noël. Et vous préparez des promotions pour faire vivre votre site en relation avec ça. Donc, être capable de gérer vos fichiers clients de façon intéressante pour que votre client sente que, effectivement, c'est un site qui est dévirtualisé. C'est un site qui le considère comme un client important et en soi, c'est quelque chose qui peut vraiment vous donner une plus-value pour votre boutique en ligne. Évidemment, les conseils de base dont on n'a pas parlé, là, c'est euh, produits de qualité, photos de qualité, photos toutes de la même grandeur, de la même dimension, s'assurer que ce qu'on montre, c'est parfait, qu'on n'a pas de faute d'orthographe, que c'est bien disposé, que c'est friendly user. Ça, c'est des conseils généraux là, qui vont de soi, entre autres. Euh, donc, ça couvre pas mal les 7 conseils là, que je pouvais vous donner sur cet aspect là, de boutique en ligne pour rendre une boutique en ligne efficace. Alors, consultez un petit peu le texte qui reprend un peu ce que je vous dis, avec un petit peu plus de détails et des exemples. Répondez aux 4 questions et ensuite, allez voir les 3 designers que j'ai mis sur le site de classe. Et en pensant à ces 7 conseils-là, regardez ces 3 boutiques en ligne-là et demandez-vous la question, est-ce que ces 3 designers-là semblent respecter ces conseils? Puis donnez-moi un petit compte-rendu de ces 3 designers-là que vous irez visiter sur Internet. Ça va? Alors, bon travail et puis merci de votre attention. À la prochaine.